Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser le top 10 Europe. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les screeners du exclu. Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats du screener top 10 Europe. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères du screener. Donc, pour me faciliter la vie, j'ai pris un ETF iShares Europe, donc un ETF qui couvre les large cap européennes. J'ai mis un seuil arbitraire pour récupérer les 10 premières capitalisations. Donc, les 10 premières capitalisations ont une market cap supérieure à 200 milliards d'euros. Et on va voir les résultats ensemble. Alors, les colonnes, on a donc le ticker et le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle opère l'entreprise, le pays d'origine de l'entreprise, la market cap, le ratio court-bénéfice, le ratio court-free cash flow, la rentabilité via le rendement des capitaux investis, l'endettement net sur EBITDA de l'entreprise, la publication les bénéfices nets sur les 12 derniers mois, les free cash flow sur les 12 derniers mois, et le dividende qui a été payé. Est-ce que ça a un intérêt? Oui, on va regarder par rapport au payout ratio, et le rendement du dividende, ainsi que le payout ratio calculé par Coifin par rapport au bénéfice net. Mais nous, on compare toujours ces bénéfices nets au free cash flow. Je vous propose de commencer tout de suite avec cette sélection. La première entreprise que l'on a dans cette liste, la plus grosse capitalisation européenne, c'est LVMH. Donc on la connaît bien sur la chaîne, elle a été analysée 2 fois, il me semble. Donc on est sur, donc c'est du luxe, hein, donc il y a eu vraiment un creux du luxe sur 2023-2024 à cause de la Chine notamment, qui a bien impacté les chiffres du groupe et de tous les acteurs de l'industrie. On a, à mon avis, on a eu en tout cas une opportunité d'investissement sur LVMH. Et ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, donc en termes de price earning, on est sur un niveau de valorisation qui peut être élevé quand même à 28 fois. Mais en termes de price to free cash flow, on a moins de 20 fois. Je pense que c'est pour une valeur de cette qualité, c'est toujours un multiple qui est décoté, je pense. On a une bonne rentabilité des capitaux investis à 12,5%, ça c'est pas mal. Il n'y a pas trop de dettes. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Ce qui nous dit que le payout ratio est en fait inférieur à ce qui est indiqué ici. Donc, ce dividende de 7 milliards 320 millions, il est bien couvert par les free cash flow. Il pourrait même être augmenté. Et ce rendement du dividende, du coup, il pourrait être plus élevé que ça. Donc, LVMH, moi, je suis toujours positif sur ce dossier. Je pense que c'est intéressant pour une détention long terme, si vous voulez être exposé au secteur. La deuxième entreprise qui sort, c'est la fameuse entreprise Novo Nordisk. Donc, c'est un laboratoire pharmaceutique danois qui est spécialisé dans le diabète et le traitement de l'obésité. On est sur un price earning qui est à 25, ça reste pour une valeur de croissance et une large cap telle qu'une entreprise de qualité comme celle-ci, ça reste raisonnable, on va dire. Alors moi, c'est pas du tout le type d'action dans lequel j'investis, hein, les large cap, et moi j'attends toujours qu'il y ait une forte décote, mais là, donc pour un investisseur dans les large cap, je pense que c'est pas trop surcoté. En termes de price to free cash flow, en revanche, là, c'est un peu surcoté. 34 fois les free cash flow, c'est cher, je pense. Ça veut dire que surtout les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc il faut aller comprendre pourquoi. Est-ce qu'on a une dépense en capital ponctuellement élevée? Donc à vérifier de l'autre côté. Excellente rentabilité des capitaux investis à 53%, donc ça explique pourquoi on n'a pas de dette, hein, puisqu'on peut largement s'autofinancer avec ce niveau de rentabilité, sans problème. Un rendement du dividende qui est quand même intéressant à 2%. Avec un payout ratio qui est plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisqu'on est sur 6 milliards de dividendes sur 10 milliards de free cash flow, donc on est à peu près à 60% de payout ratio. Rien d'alarmant, surtout si les free cash flow recollent aux bénéfices nets par la suite. Donc Novo Nordisk, un peu cher à mon avis à ce niveau-là, donc si vous rentrez sur ce dossier, il va falloir y rester sur le très long terme pour si vous avez un problème sur le timing d'entrée par rapport à votre prix d'acquisition. Ensuite, on a SAP, le spécialiste allemand du logiciel ERP, donc c'est logiciel de gestion intégrée d'entreprise, ou ERP en anglais. On est sur une valorisation complètement délirante, à 100 fois les bénéfices, et à 73 fois les free cash flow. Il y a une bonne rentabilité des capitaux investis, mais elle n'est pas mirobolante non plus, il n'y a pas de dette. Donc on est sur un dossier qui est largement surcoté, un payout ratio qui est très élevé. Alors il est plus bas que ce qui est indiqué ici, mais pas beaucoup plus, hein. À mon avis on doit être sur du 70% de payout ratio, avec un rendement du dividende qui est faible. Donc moi je pense que SAP il vaut mieux s'en tenir à l'écart, elle est complètement surévaluée. Hermès, donc le numéro 2 du luxe en France, on est sur une market cap de près de 300 milliards d'euros,
un price earning qui est toujours élevé comme toujours pour ces entreprises, à 66 fois les bénéfices, un price to free cash flow qui est encore plus élevé, 76 fois, donc là attention sur la valorisation, une très bonne rentabilité des capitaux investis, ce qui explique qu'on n'a pas de dette, on a même du cash net sur cette entreprise. Les free cash flow sont légèrement plus bas que les bénéfices nets, mais rien d'alarmant non plus. Le payout ratio du coup est plus élevé que ce qui est indiqué ici et le rendement du dividende est faible. Donc Hermès à mon avis plutôt à l'écart aussi, il y a un problème de timing, même si elle est toujours chère cette entreprise, on ne peut pas rentrer sur une entreprise à n'importe quel prix non plus. Si vous rentrez maintenant, vous vous exposez à une forte chute du cours en cas de déception sur une publication. Donc si vous rentrez maintenant, si vous êtes vraiment sûr de vouloir rentrer, il va falloir garder l'entreprise très très longtemps, 25 ans je pense, pour amortir un mauvais timing, ou alors vous devez rentrer en DCA peut-être si vous êtes intéressé. Moi je suis plutôt à l'écart. ASML, le leader néerlandais des machines de fabrication de puces, de semi-conducteurs. On est sur un market cap de près de 300 milliards d'euros. Un ratio court-bénéfice qui est élevé à 38, un ratio court free cash flow qui est aussi élevé à 32. Donc on a des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets. On n'a pas de dette sur le dossier, donc ça enlève du risque. On a une excellente rentabilité à 34%, donc ça c'est très bien, ce qui explique pourquoi on n'a pas d'endettement. Le rendement du dividende est faible, on pourrait l'augmenter parce que les free cash flow, en fait on verse même pas, on verse quoi, allez, entre 25 et 30% des free cash flow en dividende, donc on pourrait largement l'augmenter. Donc ASML, je pense que le timing est mauvais, hein, vu la valorisation actuelle qui reste élevée. Pour moi, au-delà de 30 c'est hyper élevé, au-delà de 25 c'est élevé. À partir de 20 on commence à être plus raisonnable, mais là alors 38 c'est trop élevé. Il faudrait attendre, c'est pareil que Hermès. Si vous voulez absolument rentrer sur ASML, soit vous rentrez en plusieurs fois, donc vous ouvrez une petite position et il faut attendre un peu que le cours chute pour bien lisser votre prix d'acquisition, soit vous rentrez en une seule fois mais vous gardez l'action très longtemps pour éventuellement amortir un mauvais timing qui fera que vous pourrez potentiellement avoir des moins-values sur cette entreprise. Et le rendement du dividende en plus ne vous aide pas à patienter sur le dossier. Donc plutôt à l'écart d'ASML à ce niveau-là. Alors on a Roche qui sort, donc du coup c'est pas un top 10 puisque on a un top 9 vu que Roche il sort en 2 fois. Il doit avoir une double cotation en fait en Suisse. Donc Roche c'est un leader mondial de laboratoire pharmaceutique. On est sur une market cap de 250 millions d'euros, milliards d'euros, autant pour moi. Un price earning qui a 29, mais un price to free cash flow qui a 14. Donc vérifiez de votre côté si les free cash flow sont structurellement plus élevés que les bénéfices nets. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'en fait il y a une décote sur cette entreprise. On a une très bonne rentabilité à 23,5. Donc rendement des capitaux investis qui sont très bons. Un bon dividende en plus à 3%. Le payout ratio par contre est élevé en termes de bénéfices nets, mais comme les free cash flow sont plus élevés, 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, en fait ce payout ratio il a 50%. Donc en fait vous avez un rendement ici qui est sécurisé à 3% dans une devise forte en plus puisqu'on est en franc suisse, avec une décote sur les price to free cash flow. Maintenant c'est le secteur pharmaceutique, moi j'en suis à l'écart parce que le secteur pharmaceutique on doit tout le temps passer des provisions pour les éventuels procès qu'on va avoir et on va éventuellement avoir des baisses des bénéfices. Donc je suis à l'écart, mais Roche, si vous êtes intéressé par le secteur, lui peut figurer dans votre watchlist. Nestlé, autre entreprise suisse, leader mondial de la production alimentaire. On est sur une market cap à peu près 230 milliards d'euros. Un price earning de 20, donc là on va dire c'est pas si élevé que ça pour une entreprise, pour une large cap de qualité. Maintenant je pense que sur Nestlé le problème c'est qu'on n'a plus trop de croissance. On a des free cash flow qui sont à peu près équivalents aux bénéfices nets, donc ça c'est bien. On a beaucoup de dettes en revanche sur Nestlé et c'est peut-être ça qui explique la décote aussi. 3 fois la dette nette sur EBITDA, c'est quand même élevé, ça commence à être un niveau où il va falloir rembourser la dette rapidement. Une bonne rentabilité, donc pourquoi est-ce qu'on est endetté si on a une bonne rentabilité? Peut-être qu'on a fait des acquisitions, et peut-être qu'il n'y a plus de croissance également sur Nestlé, donc c'est pour ça qu'on fait des acquisitions. Le rendement du dividende est intéressant à 3,5%, mais le payout ratio est trop élevé, donc ce dividende là n'est pas sécurisé à mon avis. Un niveau sécurisé de dividende ça serait plutôt autour de 5 milliards, ce qui baisserait, je sais pas, je pense que ça serait plutôt à 2,5 de rendement du dividende si on veut un rendement sécurisé. Donc Nestlé, je pense que c'est pas si qualitatif que cela. AstraZeneca, on est sur une entreprise pharmaceutique britannique, on est sur une market cap de 220 milliards d'euros à peu près. Un price earning de 33, donc c'est élevé. Un price free cash flow de 23, là c'est moins élevé. Donc si les free cash flow sont structurellement plus élevés que les bénéfices nets, on n'est pas si surévalué que ça. Si c'est pas le cas, si c'est juste temporaire, alors on est surévalué. Une bonne rentabilité des capitaux investis à 15,5%.
On n'a pas trop de dettes, donc ça c'est bien. Le bilan n'est pas trop lourd. Des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, ce qui nous permet de verser un bon dividende qui a un payout ratio qui est moins élevé que ce qu'il y a ici. Donc le rendement du dividende il n'est pas si exceptionnel que ça, à 2,60%, mais il y aurait de la place pour l'augmenter à mon avis. Et on termine ce top 9 du coup avec Novartis, société pharmaceutique suisse à 200 milliards d'euros de market cap à peu près, un price earning de 18, donc c'est pas si cher payé que ça, un price free cash flow de 13, donc c'est non plus pas si cher payé que ça. En plus, si les free cash flow sont structurellement plus élevés que les bénéfices nets, dans ce cas-là, on est vraiment des côtés, donc ça va regarder de l'autre côté. Il n'y a pas trop de dettes sur le dossier, et il y a une bonne rentabilité des capitaux investis à 20%. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, on l'a dit. Un niveau de dividende qui est donc à la moitié des free cash flow, donc en fait il est sécurisé, on n'est pas à ce niveau de payout ratio, on est plus bas que ça. Et le rendement du dividende est pas mal, à 3,5%, donc Novartis c'est pas mal. Allez, moi si je vous donne mon avis sur ce top 9, qu'est-ce que je prendrais? Donc je suis à l'écart du secteur pharmaceutique, donc ça règle pas mal des problèmes de sélection ici. SAP est complètement surévalué. ASML me semble un peu surévalué. Donc en fait il me resterait que dans cette liste là, moi je ne prendrais que LVMH qui me semble être encore une opportunité à ce niveau de cours. Ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Et si cette analyse vous a plu, mettez un pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.